Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Serge Haribo du syndicat UGTM. Bonjour Serge Haribo, ça va? Bonjour, oui, ça va. Et bonjour encore une fois à tous les téléspectateurs de Zouk TV qui, j'espère, que suivent toutes les émissions qui sont, toute la plupart, très intéressantes. Ils suivent, même à l'extérieur, ils suivent. Alors, aujourd'hui, là, il y a des soignants en justice. Ça a été reporté. Est-ce que ça a été reporté à nouveau? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, si on peut dire, c'est en cours, mais ça, c'est en cours depuis 1 an. Voilà. Alors, ce que nous trouvons extraordinaire, c'est premièrement ces reports qui sont faits régulièrement tous les 2 mois, on reporte. Et les raisons des 2 derniers reports sont extraordinaires. Premièrement, la présidente était malade. Elle était remplacée par un autre juge qui, la dernière fois, a dit qu'il reportait parce qu'il n'avait pas connaissance du dossier. D'accord. Bon, ok. Donc je suppose qu'entre-temps, on pensait que la présidente aurait repris. Et on se retrouve ce matin en face du même président que la dernière fois, qui remplace la présidente, mais qui n'a toujours pas connaissance du dossier et qui reporte, au lieu de commencer à 8h, à 10h, pour avoir le temps de prendre connaissance du dossier. Donc nous trouvons ça vraiment extraordinaire. Cette justice qui devrait être en équilibre entre la partie qui demande son avis et des sanctions et la partie qui se défend, qu'il y ait vraiment dans les différentes affaires que nous voyons qui sont mises devant la scène publique, qu'il y ait un équilibre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on attaque les jeunes, par exemple pour les statuts, lorsqu'on attaque des jeunes pour la question du chlordécone, des manifestations qui aient eu lieu soit à l'aéroport, soit dans des fabricants d'alcool, de rhum, ça va très vite. Ils sont déjà condamnés. Ouais. Et là, on prend tout son temps. Alors, s'ils sont gênés avec nous, il faut qu'ils nous le disent clairement, parce qu'on trouve extraordinaire qu'on laisse un dirigeant, je ne connais pas son grade, de la police, qui porte plainte pour des propos diffamatoires vis-à-vis de militants. Mais dans quel contexte? Nous étions au sein du CHU. Sur le lieu de votre travail. Sur le lieu de notre travail, mais en plus en période de guerre. Parce que le président avait déclaré la guerre, il avait envoyé les forces militaires pour la première fois au sein d'un CHU, mais à l'intérieur. Ouais. Nous avions des agents de sécurité qui filtraient toutes les entrées. Je ne sais pas, tout le monde oublie très rapidement. Pour une question de passe sanitaire, dont on s'aperçoit aujourd'hui, ça n'a servi à rien. Et il savait dès le départ que ça ne servirait à rien. Nous avions aussi la BAC qui accompagnait une directrice. Dans ce temps-là, on l'appelait Mampichi, puisqu'elle était spécialisée, alors qu'elle était venue en termes de direction administrative temporaire pour remplacer le directeur qui venait d'être remercié et qui était accompagné tous les jours avec la BAC. Un peu comme M. Cotelon en Guadeloupe. Oui. Donc, on a une similitude véritablement dans ces histoires-là qui nous montre on n'est pas vraiment dans un état de droit, d'égalité, de liberté et d'impartialité. On n'a jamais entendu personne dire qu'il n'était pas, quand je dis personne, les autorités. J'interpelle l'ARS, j'interpelle aussi le préfet, j'interpelle tous les dirigeants politiques. Avez-vous porté plainte pour les gaz lacrymogènes au sein même du service des urgences? Avez-vous porté plainte parce qu'on entendait les sabots de ces escadrons-là circuler au sein de l'établissement en rang serré? Les images ont été publiées sur les réseaux au grand étonnement de soignants qui disaient « Qu'est-ce que vous faites là ?» Rien du tout. Donc maintenant... Il n'y a pas de plainte donc non, il n'y a aucune plainte pour ça. Donc les soignants qui sont en justice actuellement, donc c'est simplement les histoires d'injures. Des histoires d'injures. Donc on ne va pas au fond du problème. On ne va pas aborder, par exemple, la plainte que nous avons déposée en intersyndicale.
Pas de réponse Le jusqu'à maintenant. procureur de la République n'a pas instruit ce dossier, n'a pas désigné de juge instructeur. Nous avons été obligés d'interpeller le doyen des juges d'instruction pour qu'il fasse enfin l'effort, premièrement, de dire que la plainte est prise en compte. Deuxièmement, que l'on ait une caution à verser pour la poursuite de cette plainte. Ça, c'est une première chose. Nous avons versé nos cautions. Et dernière chose, nous attendons et nous interpellons publiquement le doyen des juges d'instruction. Là, je ne passe pas par les avocats. Nous sommes plaignants. Au fait, qu'est-ce que vous attendez là pour désigner un juge d'instruction? Nous n'avons reçu aucune réponse jusqu'à présent. Est-ce normal? Est-ce que c'est dans les textes de loi que vous devez respecter? Alors, on parle aux médecins d'éthique, de déontologie. Il n'y a pas de déontologie ni d'éthique dans cette justice. C'est au petit bonheur la chance, à la tête du client. Et lorsque le client est aux ordres de l'État, ça va très vite. Lorsque le client n'est pas aux ordres de l'État comme nous, on ralentit et on tire le frein à main pour que la machine juridique ne fonctionne pas. Nous espérons encore une fois qu'on n'ira pas à un non-lieu, parce qu'il y a eu non-lieu au niveau de la justice pour le chlordécone, non-lieu en Guadeloupe pour Clodo, que je rappelle que quand même, un homme est mort, agressé par des forces de gendarmerie. Et là, on est en train c'est de la javel, on nettoie. On aseptise et on fait en sorte qu'il n'y ait plus rien. Et c'est pour ça que nous disons, oui, nous voulons aller jusqu'au bout de ces problèmes. Exactement comme ça se passe aujourd'hui en France pour toutes les questions qui sont liées aux gilets jaunes, aux attaques qu'ils ont reçues, aux dommages qui ont été portés à certaines personnes qui manifestaient. Parce que le droit de manifestation existe. Et je vais même plus loin. Dans la Constitution, il est écrit clairement que lorsque l'État déroge à ses missions, le droit de résistance populaire est inscrit dans la population. Il faut résister. Et c'est pour ça que nous avons pris ce nom, résistance. C'est inscrit dans le marbre, dans la Constitution. Lorsque vous sentez que l'État est en train de bifurquer, de ne pas protéger la population et de protéger certains intérêts qui ne sont pas ceux de la population, entrez en résistance. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce que j'ai vu hier sur les médias nationaux, où le président de la République dit qu'il enverra la maréchaussée pour protéger les députés? Est-ce que c'est ça le plus important, protéger les députés? Est-ce que c'est l'utilisation du 49.3? Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? J'ai l'impression que la France part vraiment en guerre. Là, ils sont partis dans des dérives extraordinaires. C'est-à-dire qu'on prend pour prétexte, ce n'est pas la première fois que une permanence de députés, alors quelle que soit la catégorie politique, gauche, droite, extrême droite, qui est attaquée. Ce n'est pas la peine d'attaquer ces lieux-là. On le sait très bien, la Constitution, la loi prévoit qu'on ne doit pas faire ça. C'est exactement comme lorsque des bâtiments ont été brûlés en Martinique en novembre 2021. On essaie de nous accuser, nous disons non, c'est pas une normalité ça. C'est pas des axes de mobilisation et de lutte. Donc il y a toujours un certain nombre de personnes qui vont aller déroger. Mais est-ce que ça représente la majorité des Français? À 80%, il faut revenir au centre du problème, 80% de la population aujourd'hui est contre le projet de loi de retraite. Voilà le problème. Le projet de loi de retraite ne se retrouve pas dans une permanence de députés. Mais par contre, se retrouve à l'Assemblée nationale. Tu votes quoi en tant que représentant du peuple? Voilà les questions que je pense qui sont posées à l'ensemble des élus, des parlementaires. Nous sommes à 80% et comment vous n'êtes pas 80% contre? Voilà, il y a quelque chose. Est-ce que vous écoutez la voix du peuple? Est-ce que vous êtes vraiment intégré dans ce peuple-là pour comprendre qu'il y a matière à faire autre chose, à proposer d'autres choses? Alors, le 49.3, c'est ou cahier. Chez nous, ça veut dire que ou pède.
Pourquoi? Parce que le 49.3 est utilisé lorsqu'un gouvernement sait très bien que le texte, en tout cas les éléments de texte fondamentaux qu'il veut faire passer et voter par l'Assemblée, il n'aura pas la majorité. Il utilise le 49.3 comme ça, c'est plié et on y va. Mais là, actuellement, la première ministre, Mme Borne, elle utilise le 49.3 à Tiro-Larigot. Enfin bon, c'est depuis qu'elle est Premier ministre, c'est plusieurs fois le 49.3 a déjà été utilisé. Alors que les gouvernements précédents semblaient dire qu'il fallait utiliser ça avec parcimonie, faire attention. Alors, c'est clair, le résultat des élections, c'était quoi? L'Assemblée nationale, M. Macron n'a plus la majorité. Avec son groupe seulement. Il est obligé de composer avec les autres groupes. Que ce soit les LR, que ce soit l'extrême droite, que ce soit la NUPES, il est obligé d'aller piocher par-ci, par-là. On a même vu sur les réseaux un député qui disait que dans un entretien à l'Assemblée nationale, dans l'un des bureaux, il a lancé à la cantonade pour un ministre, j'ai besoin de 39 millions d'euros dans ma circonscription, et l'autre qui dit, mais il n'y a pas de problème, on peut s'arranger. Pour une voix. Je ne sais pas. Et il a dénoncé ça publiquement. Il a dit, non, j'ai rien demandé, moi. J'ai lancé comme ça. Ben, vous savez, j'ai des problèmes dans ma circonscription, 39 millions d'euros pour un certain nombre de projets. Et le ministre qui disait, oui, on peut s'arranger. Alors, encore une fois, c'est pas Zouk TV, c'est pas vous, M. Granier, c'est pas moi, M. Haribo. Non, c'est sur les réseaux. Et s'il y a quelque chose, on peut le ressortir. Donc, nous, on ne fait que remettre sur la table un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas une majorité présidentielle, il y a une minorité présidentielle aujourd'hui à l'Assemblée nationale depuis les dernières élections. Ils n'ont pas cette majorité, ils sont obligés de composer. Et lorsque cette composition-là, la mayonnaise n'a pas pris ou alors le gâteau, on n'a pas réussi, ça tourne mal, qu'est-ce qui se passe? On utilise le 49.3. Ça veut dire que très souvent, ils ne sont pas sûrs d'avoir cette majorité. Et que lorsqu'on va voter contre vous, ça veut dire qu'on vous désavoue. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas la majorité, ça peut conduire à un vote de censure contre eux, contre le gouvernement. Tout à fait, parce que puis se retrouver peut-être avec une dissolution. Ce serait inadmissible que les motions de censure qui sont présentées ne soient pas majoritaires. Ça voudrait dire qu'il y a des députés qui ne, comme je l'ai dit, qui ne vont pas dans le sens de l'histoire et n'écoutent pas le peuple. Ils sont, et j'espère que demain, mardi, ils auront la volonté absolue de montrer que le peuple a toujours raison. Les lois, c'est le peuple qui fait... Au nom du peuple. Voilà, c'est au nom du peuple. Mais les députés sont assis dans l'Assemblée nationale parce qu'il y a le peuple qui a fait qu'il y ait une Assemblée nationale en France. Et que le peuple, quand on dit violence, le peuple a fait violence pour qu'il y ait une constituante. Oui. Et ça, les gens qui mettent leur costume cravate, là, ils oublient ça souvent. Pourquoi il y a une Assemblée nationale? Pourquoi c'est l'Assemblée nationale qui est souveraine? Le Sénat ne donne vote, mais en dernier ressort, le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale. C'est dans la Constitution, ça a été inscrit dans la Constitution par le sang versé par le peuple. Donc les représentants du peuple devraient, en mon sens, en tout cas ceux qui sont chez nous, devraient en notre sens bien entendre et bien comprendre. Ceux qui sont dans les Outre-mer, entre guillemets, c'est la même chose. Et j'espère que ceux qui sont en France comprendront. Il faut vraiment réagir, il faut vraiment faire en sorte que la population, et la population, pas seulement les travailleurs, ça, j'y tiens absolument. Je préfère qu'on parte du point de vue des retraités actuels, surtout en Martinique, qui partent avec des petites pensions. Et qu'il faut réformer ça. Et c'est pour ça que cette loi-là ne doit pas passer. Pour qu'on revienne dans les discussions. Et que, enfin, tous ceux qui sont concernés reviennent à des questions vraiment spécifiques. Je l'ai déjà dit sur vos antennes, il y a un problème crucial pour nous grands mondes et il faut qu'on s'y attelle. Il faut qu'on revoie ces niveaux de pension et pas seulement les niveaux de pension. Alors, en Martinique, nous avons 4 députés. Oui. Et je pense qu'on a moyen de savoir qui vote et pour qui on a voté.
Oui, qui vote et qui a voté, puisque les résultats sont donnés après, on peut les avoir individuellement. Mais nous allons plus loin. Nous avons déjà commencé à prendre la tâche et nous allons le poursuivre. Dès que les députés seront disponibles, il faut qu'on se revoie. Donc, on va inviter nos 4 députés à venir autour d'une table avec nous pour qu'on revoie un peu tous ces problèmes. Que ce soit l'obligation vaccinale, que ce soit la question des retraites, que ce soit la question sociale. Qu'on puisse remettre sur la table et trouver un tronc commun d'accord sur quel est l'essentiel à défendre pour la Martinique, et ensuite charge à eux de voir dans les différents groupes la Guadeloupe, la Guyane, comme on l'a fait nous au niveau syndical, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, tous ceux qui sont concernés, puisqu'ils se voient, et qu'on puisse avoir un programme de revendication pour les 10 outre-mer. Très bien. Alors, concernant la vaccination, puisque vous en parlez, on en est où avec cette vaccination? J'ai pu comprendre que l'OMS dit qu'aujourd'hui, le Covid, c'est une simple grippe. Peut être considéré comme une simple grippe. Alors, c'est vrai qu'on vit une époque formidable. L'année 2023, la fin 2022-2023, c'est la période des... C'est comme si vous prenez une bouteille de DJ, bien chaude, vous la secouez, puis vous essayez d'ouvrir. Ça part de partout. L'OMS nous sort... Alors l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui soi-disant, décide un peu de donner toutes les orientations en matière sanitaire pour le monde entier. Alors, premièrement, dès novembre 2021, ils avaient déjà sorti un tableau qui indiquait quelles étaient les similitudes entre le virus du Covid-19 et celui de la grippe. Oui. Et dans lequel ils trouvaient des similitudes, que les deux sont des maladies contagieuses qui peuvent causer des symptômes qui sont similaires selon eux, toux, fièvre, écoulement nasal, qu'il y a des différences, mais que pour les deux, il y a, premièrement, des possibilités d'intervention médicale, comme on l'a toujours dit, l'oxygénothérapie, la prise en charge très rapide, l'isolement des personnes, et ainsi de suite, mais les protections aussi naturelles. Ouais. Donc, et aujourd'hui, ils nous disent que dans leur comparaison, oui, il existe des vaccins contre la grippe, il existe aussi des vaccins pour le Covid-19 qui sont efficaces. C'est très bien cette conclusion. Mais ce qui nous ramène au point de départ, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour la grippe. Ouais. Pour personne. Et pourquoi il y a-t-il une obligation vaccinale pour une catégorie qu'on appelle les professionnels de santé pour le Covid-19? Voilà la question à laquelle ils ne répondent pas. Par contre, lorsqu'ils nous disent qu'ils vont coordonner les efforts pour mettre au point des traitements contre la Covid-19 et qu'ils vont continuer à fournir de nouvelles informations à mesure qu'elles seront disponibles. Ah bon? De nouvelles informations et mettre au point des traitements vaccins, non? Des vaccins? Non. Ils ne parlent pas de vaccins, de nouveaux traitements. D'accord. Donc, On ne parle pas de vaccins. On ne parle pas de vaccins. Et ce qui est très bien, c'est que ça se rapproche aussi du raisonnement de la Haute Autorité de Santé. Tu sais, c'est le DJ, ça bouillonne de partout. Et tout le monde, aujourd'hui, essaie de s'en sortir de l'embroglio dans lequel ils se sont plongés tous. On ne leur a rien demandé. Ils nous ont mis des couvre-feux, ils nous ont mis des passes sanitaires, ils nous ont tout mis pour arriver à quoi? Il y a 4 questions fondamentales à laquelle on peut répondre aujourd'hui. Est-ce que le vaccin empêche l'épidémie? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche, une fois qu'on l'a attrapé le Covid, de réattraper le Covid une nouvelle fois? Non. Est-ce que le vaccin empêche de contaminer quelqu'un d'autre? Non. Ouais. Alors, il ne reste plus... et encore, il y en a une autre. Est-ce que le vaccin empêche de mourir? Non. Il y a des gens qui meurent quand même. C'est comme pour la grippe. Est-ce que le vaccin contre la grippe empêche que des personnes qui sont ciblées, surtout des personnes âgées, empêchent de mourir? Non. On est dans une similitude, mais avec des actions qui sont complètement antagoniques. Ça ne veut rien dire.
Il leur reste une seule question à répondre. Et nous espérons qu'ils y répondront très rapidement cette année. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper les formes graves? C'est le seul argument qui reste. D'accord. Donc, on est là, on va revenir au point zéro, où est-ce qu'on dira simplement, on connaît les symptômes qui sont spécifiques pour le Covid-19. On connaît aussi les mesures de prévention, lavage des mains. Je l'ai dit la dernière fois, pourquoi vous allez acheter des produits dans lesquels il y a de l'alcool et ainsi de suite? Le gros savon, mettez un gros savon chez vous et puis ne l'utilisez pas tout en entier. Prenez des petits morceaux, lavez vos mains. C'est hygiénique et ça permet. Est-ce que la distanciation? Oui. Est-ce que le port du masque, c'est toujours en discussion? Ils disent que ce sont des mesures très efficaces. Identiquement pour le Covid, identiquement pour la grippe. Ouais. Voilà à quel point nous en sommes aujourd'hui, des discussions que nous demandons à tout le monde de suivre. Donc alors, ces renseignements-là, vous les avez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont un très beau site. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Et vous avez tous les renseignements actualisés de ce que pense l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit pour le Covid-19, la grippe et toutes les maladies que vous avez autour du monde. À prendre avec parcimonie, naturellement, parce que si on regarde ce que l'Organisation mondiale de la santé disait en 2020 et dit aujourd'hui en 2023, on verra qu'il y a de très grandes différences et des fois, ils effacent très rapidement. Bien. Merci beaucoup, Serge Haribo de l'UGTM. Je vous laisse repartir rapidement peut-être pour le tribunal, savoir quelle évolution dans cette histoire. Et nous restons à la disposition, évidemment, pour venir en parler et nous donner les dernières informations. Merci beaucoup, Serge Haribo. Et puis, un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous remercient des interventions, mais surtout, un bel chébéret à tous ceux qui sont là-bas et qui vivent les grèves actuellement. Nous savons que les grèves, c'est difficile, mais nous savons aussi qu'il faut savoir tenir bon pour pouvoir avoir raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuela. À bientôt.